du cours du CUT, Communication et utilisation de la technologie, de l'été 2026. Nous avons passé un mois intense avec plusieurs activités à faire. Habituellement, le cours est donné pendant 4 mois. Donc, c'était 3 mois, excusez, habituellement en 3 mois. Donc, c'était un mois assez intensif. J'espère que vous avez apprécié. Et puis aujourd'hui, vraiment, l'intention du cours est une synthèse, un bilan des modules, répondre à des questions pour la tâche sommative et puis un sondage de satisfaction que je vais vous partager à la fin. Et les chances sont que le cours aujourd'hui ne sera pas le plein 2 h 30. Vous allez avoir du temps pour compléter votre tâche sommative et ça va marquer la fin du cours. On a un écho. Il y a quelqu'un qui son micro est ouvert. Ah, c'est bon. Merci. Donc, la tâche sommative du cours du module 7 aujourd'hui, vraiment, c'est la boîte à outils. Donc, à la fin de ce cours, c'était vraiment de vous donner un outil que vous êtes capable d'utiliser lors de votre enseignement. C'est un compte-rendu de tous les modules. Le portfolio est de votre choix. Ça peut être une présentation, ça peut être un document, ça peut être un site web. J'ai déjà eu quelques personnes qui m'ont partagé leur boîte à outils. Donc, il y en a qui ont déjà complété, mais sachez que vous avez encore quelques jours à la remettre et nous avons complété la correction des derniers modules et de la tâche sommative le plus tôt possible pour qu'on puisse vous accréditer le cours avec le Centre Franco. Donc, encore, la synthèse aujourd'hui, c'est vraiment de peaufiner votre boîte à outils, présenter un bilan des apprentissages en matière de connaissances et d'utilisation de la technologie lors de votre présentation de votre boîte à outils. Jusqu'à date, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? On a jusqu'à quand pour remettre la boîte Bonjour, à bonjour, outils? monsieur Alain. Bonjour tout le monde. Je dois vérifier le document. Je l'ai. Jusqu'au 30. C'est jusqu'au 30, c'est ça. Je voulais juste pas faire d'erreur. Le bilan synthèse est ici. Et la tâche sommative à la fin est le 30 juillet, c'est ça. Donc, la date de remise est le 30. Et de suite, nous allons corriger le plus tôt possible, comme j'ai dit, pour faire certain que vous avez les accréditations avec le Centre Franco. Y avait-il Oui, une autre monsieur question? Alain, Oui, monsieur allez-y. Alain, pour l'accréditation au niveau de l'ordre, c'est vous qui le faites ou c'est à nous de remplir le formulaire? Moi, qu'est-ce que je dois faire? C'est que je dois aller dans la plateforme de D2L et marquer si le cours a été réussi. Et ensuite, je partage ceci avec le Centre Franco. OK, c'est noté. Oui. Donc, je ne crois pas que vous avez quelque chose à faire, mais je crois que c'est le Centre Franco qui s'en occupe. Oui, bonjour. Oui. Pour remplir les conditions liées au permis d'enseigner, il y a 2 parties. Il y a une partie que le Centre Franco fait. Il y a une partie que les candidats que nous devons faire. Il y a une fiche sur le site de l'Ordre des enseignants de l'Ontario que vous devez remplir. Vous remplissez cette fiche de telle sorte que vous leur dites que c'est pour remplir les conditions liées à votre permis. Ou bien, vous leur dites que ce cours sera... c'est pas pour remplir les conditions. Il y a 2 volets, en fait. OK. Donc, il y a une partie que vous devez faire? Oui. OK. C'est ça. OK, merci. OK, merci Nadine. Si je demandais, c'est parce que je suis une autre qualification en parallèle avec Laurentienne, il faut le dire. Et ils nous ont juste dit qu'à la fin, nous, on n'a plus rien à faire. C'est eux qui se chargent. Que même ce formulaire-là, on n'avait plus à le remplir. Qu'eux, ils vont se charger de tout le reste. C'est pour ça que je m'inquiétais un peu si le Centre Franco avait la même initiative ou si alors c'était à nous de remplir le formulaire en question. Merci.
C'est Guylaine. Monsieur Alain. C'est Guylaine. Ah, c'est Guylaine, C'est désolé. Guylaine. Désolé. Monsieur Alain. Oui, Emmanuel, vas-y. C'est Michael. Ah, vas-y, Michael. J'ai d'abord levé la main. J'attends après. Ah, ok, d'accord. C'est pour ça que le monsieur m'a désigné parce qu'il a la main levée. Après toi. Vas-y. Ok, ma question concerne le pourcentage pour réussir ce cours. C'est 80, 70, 90, 100%. C'est une cote de vert, jaune ou rouge. Si vous avez eu la Oh, cote jaune, il y a des modifications à faire. Si vous avez réussi la cote, le travers, c'est une cote verte. ok. D'accord. OK. Michael, vous avez une question? Oui, monsieur Alain, merci. Oui. C'est toujours par rapport à ce que nous aurions à faire. Est-ce que nous aurons à faire quelque chose par rapport pour la certification? J'ai fait mathématiques, Mhm. hiver-printemps. Je n'ai pas rempli de fiches, toujours au centre. Je n'ai pas rempli de fiches. Et j'ai juste reçu les résultats, quoi, Tu as seulement reçu de les la résultats? qualification additionnelle. Donc, je ne sais pas s'il y avait une fiche à remplir ou pas. Donc, je ne sais pas si on vient d'implémenter cela. Honnêtement, je ne suis pas certain. Si vous avez des questions au sujet de si vous avez des suivis à faire après que vous avez réussi le cours, vous pouvez toujours vous adresser à Colette. Alors, est-ce que D'accord. je peux répondre? Oui, Ouais. c'est Sandrine? Oui, c'est Sandrine. Je voudrais juste leur dire d'être patient. L'ordre va mettre à jour. Vous n'avez plus rien à faire. Voilà. OK. C'est ce que je soupçonnais, mais je ne voulais pas vraiment vous induire en erreur. Mais aussi, c'est Sandra, c'est Sandrine, je ne sais pas trop. Les deux. Sandrine? OK, d'accord. Je me disais, parce que mon cas, par exemple, j'ai 4 QA remplis à compléter. Je me disais que peut-être l'ordre va mettre à jour quand tu auras fini les 4 ou les 2 ou les 3, selon ce que tu avais. Je ne sais pas si Non, c'est pas c'est... vrai. OK. L'ordre Bon. met à jour au fur et à mesure. Ah, OK, d'accord. Parce que Donc, j'en ai déjà terminé une, quand tu finis mais je une, n'ai pas vu la mise à jour. il faut attendre dans les 2 ou 3 mois, en fonction aussi Ah, du OK, travail d'accord. qu'ils ont. Ça Ah, OK, prend du d'accord. temps, mais l'autre, après, va t'envoyer un courriel pour te Oui, dire que tu oui. as satisfait à une condition. Et ils vont D'accord. retirer ça de ton certificat. Tu le constateras automatiquement. Tu n'as plus rien à faire. Jusqu'à 2 à 3 mois. OK. Wow. C'est D'accord, un merci. processus qui est un peu long, d'accord? OK. Je viens de remettre le lien Justement, de je trouve que présence. c'est long parce que j'ai fait une qualification depuis avril et jusqu'ici, il n'y a aucun changement. Ah oui, hein, même au mois d'avril. D'accord. Oui, OK. Comme j'ai dit, si vous avez des préoccupations quand ça vient à l'accréditation, lorsque le cours est terminé, vous pouvez toujours vous adresser à Mme Colette. Je suis certain qu'elle pourra mieux vous expliquer le processus que moi. Ça va? OK. Donc, j'ai essayé de trouver des mots de vocabulaire qui étaient plus importants, qui ressortaient plus pendant tous les cours. Et puis, je vais vous demander, pour chaque mot que je vais vous présenter, si vous pouvez m'écrire un mot pédagogique et un outil technologique qui serait utilisé avec le terme. Vous pouvez juste le mettre dans le clavardage, mais on va faire un mot à la fois. Donc, le premier mot que je vais vous présenter, c'est IA. Donc, lorsque vous pensez à IA, est-ce qu'il y a un mot pédagogique qui vous revient à l'idée? Et puis, y a-t-il un outil technologique qui vous ressort le plus rapide? Donc, vous pouvez juste le mettre dans le clavardage. Je vais remettre le lien de présence encore. Le lien de la présentation, s'il vous plaît. Je vais remettre le lien de la présentation. Vous n'avez pas accès dans le clavardage? Je me suis connectée en retard. Je ne sais pas si je le vois.
OK, je vais remettre le lien de la présentation aussi. OK, donc les réponses commencent à rentrer pour le clavardage, pour les mots, un mot pédagogique et un outil technologique pour IA. Quand on parle de IA, intelligence artificielle, G, différenciation, excellent. Notebook LM, excellent. Utilisation sécuritaire responsable. Y a-tu copilote? OK. Gemini. J'adore. Un mot pédagogique, rétroaction. J'adore. Qu'est-ce qu'on demande de faire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on demande de mettre pour IA? Donc, écrivez-moi un mot pédagogique qui décrit l'utilisation de l'intelligence artificielle et un outil technologique. Quand on parle de l'IA, quel mot pédagogique revient, qui revient à l'idée? Accompagnement. Okay. Apprentissage adaptif, j'adore. Autonomie. Excellent. Encore une autre petite minute. Donc, quel outil, quand on parle de l'IA, quel outil vous vient à l'idée? Est-ce qu'il y en a un que vous précisez, que vous préconisez plus que d'autres? Okay. Formation, excellent. Gemini. Oh, on a même Claude IA. Excellent. Oh, c'est bien. Okay. Excellent, c'est bien. Pour moi, personnellement, lorsque je pense à un mot pédagogique, c'est adaptation avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et pour moi, les outils préconisés, c'est plus Gemini, Notebook LM que j'utilise le plus souvent. Mais il faut dire que les outils d'intelligence artificielle ont beaucoup facilité certaines tâches lorsque ça vient à l'enseignement. OK, donc le prochain terme, CUA. Lorsqu'on parle de CUA, la conception universelle de l'apprentissage, quel mot pédagogique vous vient à l'idée? Peut-être, c'est peut-être pas aussi évident. Est-ce qu'il y a un outil technologique qui serait en lien avec la conception universelle de l'apprentissage? Hey, excellent! On a déjà des réponses. Donc, dans le clavardage, un mot pédagogique qui peut décrire la CUA et un outil technologique. Excellent, merci pour les commentaires, j'adore. Bien. Merci, très bien.
Donc, on a beaucoup d'apprentissage pour tous, l'engagement, production. On a la flexibilité. Excellent. Des outils technologiques. On a Kahoot. Beaucoup de personnes ont ajouté Read and Write. On a des Bebots. Excellent. Même Google Gemini pour la conception universelle de l'apprentissage. Excellent. Équité, flexibilité, c'est bien. Donc, lorsqu'on parle de la CEA, je peux vous donner un petit exemple. Souvent, je donne des formations pour des élèves de la 4e à la 8e année sur l'utilisation de Read and Write. Habituellement, quand on passe à Read and Write, c'est souvent utilisé pour des élèves en défi d'apprentissage, mais souvent, lorsque je le présente à toute la classe, peu importe. Il y a des fonctions que tout le monde peut utiliser. Tous les élèves peuvent utiliser à l'utilisation de Read and Write. Donc, plus je passe quelques jours, par exemple, à des classes de 7e et 8e année pour montrer les outils de Read and Write, puis comment que les outils peuvent aider avec leur apprentissage, peu importe s'ils ont un défi ou non. Et c'est à eux de l'utiliser au besoin. Excellent. Oh, Chalky, celui-là, je ne le connais pas. Il faudra que j'aille voir. J'ai déjà entendu parler, mais je vais le noter. Mais je crois que tu as besoin d'un compte pour cette application-là. Donc, prochain mot pédagogique. Prochain mot, codage. Lorsqu'on parle de codage, est-ce qu'il y a un mot pédagogique qui vous vient à l'idée? Et est-ce qu'il y a un outil lorsqu'on parle de codage? Je pense que les gens sont en groupe. Oh, OK, sorry. Non, non, tout le monde est bien là. Donc, un mot pédagogique qui vous décrit le codage, puis un outil technologique. Excellent, j'adore les réponses. Beaucoup de résolution de problèmes. Je vois beaucoup Scratch, Scratch Junior. Débogage. Oh, j'adore ce terme-là. Scratch. Droit à l'erreur. Excellent, oui. Le codage. C'est bien si on fait des erreurs, on apprend du processus avec les erreurs, le débogage. Collaboration, j'adore. Scratch. Oh, même on a Scratch, Python même pour certaines personnes. Programmation. Microbit, un outil, excellent. L'autonomie. Make code, oui, on a encore la créativité numérique. Programmation guidée. Séquence, modélisation, commande, excellent. Très, très, très bien. On va passer au prochain mot. Lorsqu'on parle de cybersécurité, est-ce qu'il y a un terme pédagogique et puis un outil? Peut-être que l'outil n'est pas aussi évident quand ça vient à la cybersécurité, mais des fois, ce sont des applications mises en place sur les ordis du conseil. Protection des données personnelles, responsabilisation. Merci.
Antivirus, j'aime ça. Phrase de passe. Oui. Responsabilité hameçonnage, citoyenneté numérique. Excellent. Un bouclier. Ah, j'aime ça. Protection de données, mot de passe. Citoyenneté numérique. Excellent. Esprit critique. Excellent. J'aime ça. Oui. Empreinte numérique, identité. On revient souvent à sécurité, confidentialité. Sensibilisation, c'est bien aussi. Données personnelles, très, très, très bien. Empreinte numérique, éthique, merci. Il nous en reste quelques-uns. Je vais aller un petit peu plus rapidement pour faire certain qu'on ne manque pas de temps. Lorsqu'on parle d'équité, équité, est-ce qu'il y a un mot pédagogique pour équité, un outil technologique peut-être? Ça peut ressembler un petit peu à la CUA. Égalité des chances, différenciation. Excellent. Différenciation, égalité. Justice. Oh, Orbit Note, c'est la première fois qu'on le voit celui-là. Merci. Égalité n'est pas équité, c'est vrai? Oui. Inclusion. Et réussite pour tous. Ah, vids. Oh, Pour les élèves qui n'aiment pas présenter devant toute la classe, oui, définitivement, oui. on a découvert qu'ils peuvent faire une vidéo. Oui. Très bien, oui, merci. Lorsqu'on parle de espace numérique, soit Microsoft ou Google, est-ce qu'il y a un mot pédagogique qui vous vient à l'idée lorsqu'on parle d'un espace numérique? Puis un outil, mais l'outil de votre choix. Merci Dora, c'était le mot que j'avais en tête. Collaboration, c'est certain. Oh, OK, le AV, Classroom. Gestion, hey, merci, oui, ça c'est bien. Collaboration. Échange, oui. Créer, partager, partage des informations. Excellent. Ressources, un lieu d'échange, planification et évaluation, oui. Plateforme de travail, très bien. Ah, Canva, oui, ça c'est bien. Environnement virtuel, oui. Implication équipe, école et famille, très bien, oui. Et le dernier, la conception de la classe. Donc, lorsqu'on parle de la création physique de la salle de classe, l'emplacement,
Y a-t-il quelque chose, un mot pédagogique qui vous vient à l'idée lorsqu'on parle de l'aménagement d'une salle de classe? Ah, flexibilité, très bien. Inclusion. Climat, merci. Bienveillance, merci. J'aime ça. Fluidité. OK. Canvas, j'aime ça. C'est peut-être pas évident lorsqu'on parle d'un outil technologique qui peut vous aider avec l'organisation, l'emplacement de la salle de classe, mais il y en a. Organisation réfléchie de l'espace, accessibilité. Ah, Aspen, OK, oui. Plan de classe peut être développé avec Aspen, c'est vrai. Oui, Padlet. Sécurité, très bon point, ça aussi, oui. On doit faire certain d'assurer la sécurité de tous nos élèves. Les styles d'apprentissage, des coins pédagogiques ou des centres d'apprentissage, merci. Respect des opinions. Excellent, merci. Donc, lorsque j'ai essayé de penser à les apprentissages que nous avons vus pendant les cours, ça, c'était peut-être des mots importants qui m'ont venu à l'idée. Est-ce qu'il y a d'autres mots ou des concepts qu'on n'a pas abordés dans cette liste ici qui seraient importants pendant le parcours du dernier mois? Y a-t-il d'autres aspects importants que j'ai peut-être oubliés? Triangulation. Triangulation, merci. Oui, je vais le noter. Défi STIAM. Des défis STIAM, oui, merci. Okay. Merci. Monsieur, Oui. puisque le cours porte sur la connaissance de la technologie et l'utilisation, est-ce que vous demandez des thèmes en rapport avec cela ou alors en rapport avec la classe en général, l'éducation en général? Avec l'utilisation de la technologie. D'accord. Merci. Donc, j'ai noté les autres peut-être thèmes importants. Si on continue. OK, donc, pendant le module 2, on a parlé de la cybersécurité et la citoyenneté numérique. Donc, juste vite fait, on va faire un petit compte-rendu de chaque module, puis voir si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous. Mais lorsqu'on a parlé de la cybersécurité, de la citoyenneté numérique, on a parlé vite fait de le projet de loi 194 qui oblige les conseils scolaires à être redevables, à assurer la protection des élèves, des données des élèves et du personnel enseignant. Et maintenant, c'est impliqué dans certains curriculums, surtout en éducation physique, de enseigner comment bien utiliser ou naviguer sur le web, puisque ce sont des outils technologiques que nos élèves utilisent. On avait partagé plusieurs ressources du Centre Franco, du ministère du gouvernement du Canada. CyberAide aussi était une ressource qui avait beaucoup d'outils à partager en salle de classe. Mais sachez que la cybersécurité fait partie maintenant des apprentissages à l'école. C'est très important de montrer à nos élèves d'être des citoyens numériques responsables
et montrer comment se protéger et être en sécurité lorsqu'on navigue sur le web. Est-ce que quelqu'un voulait ajouter un commentaire, une explication, quelque chose par rapport à la cybersécurité et la citoyenneté numérique? Bosanro, ça va? Oui, bonjour. Oui, allez-y, Calix. Oui, à l'occasion du cours sur la cybersécurité et la sécurité numérique, on avait eu un grand débat sur le fait que les données en ligne ne sont plus effaçables. Donc, Oui, dès qu'on a laissé une trace, il c'est ça. est quasiment impossible de l'effacer. Oui, Et ça avait créé beaucoup de préoccupations. Oui, tu as parfaitement raison. Oui, votre empreinte numérique, elle est bel et bien sur le web, même si tu supprimes des messages, des courriels, les traces sont toujours là. C'est même un message que moi je partage avec les élèves. Tout ce que tu fais à l'ordinateur, sur le réseau du conseil, laisse des traces, c'est retraçable. Je sais chez nous, nous n'avons pas personne qui s'assoit devant un ordinateur et regarde qu'est-ce que tout le monde fait. Mais il y a certains mots-clés qui sont comment je peux dire ceci, certains mots-clés qui sont plus importants, qui peuvent alerter, peuvent signaler certaines choses par rapport à l'utilisation sur le web. Par exemple, si le mot suicide est impliqué, est écrit dans un courriel ou quelque chose, il y a un processus qui est dégagé au sein du conseil qui a une alerte associée à ce nom-là et des investigations peuvent se faire. Même chose avec une alerte à la bombe ou quelque chose de ce genre. Donc, il y a certains mots qui déclenchent certains processus sécuritaires, mais tu as parfaitement raison. Oui, tout ce que vous faites avec la technologie laisse des traces, même si vous croyez avoir supprimé des courriels, supprimé des messages, les traces sont toujours là. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait ajouter quelque chose? Oui, Armand, vas-y. Oui, Monsieur Alain, je voulais juste ajouter quelque chose qui a trait avec l'actualité. En France, ils ont limité l'accès aux réseaux sociaux aux jeunes papas. C'est interdit jusqu'à l'âge de 15 ans. Et je constate aussi qu'ici en Ontario, il y a un projet de loi qui a été déposé dans la même optique pour limiter l'accès aux réseaux sociaux à, je crois que c'est 16 ans. 16 ans, c'est ça. Oui, Oui, donc, oui, j'avais entendu ça aussi. Je ne sais pas si ça a été adopté encore ou si c'est encore dans le processus, mais je pense que c'est encore un projet. Parce qu'il y a certaines provinces qui ont déjà ils ont déjà adapté cette loi-là avec les réseaux sociaux pour on va dire les enfants ou les mineurs pour avoir accès. Merci. Très bon commentaire, oui. Oui, puis vraiment, il faut responsabiliser nos élèves, nos enfants, les éduquer avec les bienfaits et même les dangers potentiels avec l'utilisation de la technologie parce que c'est vraiment, ça peut être un espace dangereux si les restrictions ne sont pas bien respectées. Exact. Très bon commentaire, merci. Monsieur Alain, allez-y, Guylaine. Oui, j'ai suivi cette loi-là. Ma première pensée était de savoir la plateforme YouTube. Par exemple, il y a YouTube Kids. Comment fera cette plateforme-là pour pouvoir générer générer des données, générer des vues, parce que beaucoup des enfants l'utilisent au quotidien. Donc, ça veut dire que est-ce que c'est de leur côté, c'est mort, ça n'existera plus? Très, très bonne question. YouTube est une plateforme extrêmement populaire qui est utilisée par plusieurs personnes. Puis oui, des fois, il y a du contenu qui n'est pas approprié pour certains enfants. Je sais que certains conseils scolaires peuvent limiter l'accès à YouTube, mais c'est une question qui est difficile à répondre parce que le contenu, il y a plusieurs contenus éducatifs et très utiles sur YouTube, mais c'est vraiment
de trouver le juste milieu et on ne peut pas vraiment limiter l'utilisation, on ne peut pas contrôler l'utilisation, ça serait vraiment d'éduquer l'utilisation, qu'est-ce qui est approprié, puis être des bons modèles. Oui, parce que parfois j'utilise YouTube avec Alpha Block. J'aime bien cette série-là, hein? Alpha Block, oui, en matière ou en lecture. Les enfants, ça captive l'attention des enfants. Oui, c'est une très bonne activité. Oui. Mais je m'interroge. Mais il faut dire qu'il y a des alternatives aussi à YouTube. Si vous cherchez des vidéos ou des émissions, Idelo offre une panoplie de leçons, de vidéos, d'émissions en français. Et il faut dire que j'utilise de plus en plus Idelo pour certains concepts. Donc, il y a des alternatives, mais il faut toujours être vigilant. Et toujours, si vous partagez une vidéo avec vos élèves, faites le visionnement au préalable. Toujours. Okay. Shyam, vous avez une question? Non, je voudrais juste ajouter quelque chose en lien avec le module 2. Oui, moi, je pense qu'en ce moment, nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de risques. Et on peut voir que souvent, il y a comme si les cybercriminels peuvent utiliser AI pour créer des attaques plus rapides et plus sophistiquées. Je pense que récemment, en Angleterre, il y a peut-être 2 mois, il avait bloqué les côtés informatiques dans l'aéroport. Et là, l'aéroport était quasiment en panne. Et souvent, on peut voir que dans notre cellulaire, on reçoit des fausses textes, même avec nos courriels aussi. Et ça devient de plus en plus un événement très, très souvent maintenant. Oui. Les fausses informations, on dit les deepfakes. Oui. Les deepfakes, et il y a les fraudes numériques deviennent plus difficiles à détecter. Oui. Et moi, je pense que nous sommes dans un monde digital où la protection des données personnelles devient un enjeu majeur. Voilà, je vous remercie beaucoup. Oui, non, tu as parfaitement raison. Et c'est là pourquoi que le ministère de l'Éducation de l'Ontario décide les sujets préalables pour les journées pédagogiques. Et encore cette année, la cybersécurité et la protection des données est un enjeu où ce que les conseils scolaires doivent présenter des efforts, qu'est-ce qu'ils font pour protéger les données. Donc, c'est mandaté par le ministère de l'Éducation. Donc, tu as parfaitement raison, oui, la protection des données est de plus en plus présente dans notre société, pas juste en éducation. Et il est fort probable et possible que les conseils scolaires se fassent arnaquer, et il est possible que imaginez que vous essayez d'enseigner dans une salle de classe sans technologie, pas accès à l'Internet, pas accès. Je sais que ça se fait, mais nous sommes tellement habitués d'avoir accès à la technologie, d'avoir toutes nos leçons préalables, prêts en ligne. C'est important d'avoir un plan B. Si jamais le réseau est en panne pendant une semaine, pendant quelques semaines, avoir un plan B pour l'apprentissage, pour enseigner, est extrêmement important d'avoir ceci. Herman, tu as quelque chose que tu voulais ajouter aussi? Oui, je voulais juste appuyer ce que Shyam disait. Il ne faut pas aller loin chercher. L'autre jour, nous avons été déconnectés de ce webinaire. On s'est posé tellement de questions sur ce qui s'était passé. On s'est même demandé si on avait subi une attaque. Figurez-vous que dans la même journée, une officielle de OpenAI a décidé toute seule de mener une cyberattaque. Okay. Donc, de se libérer. Et oui, il y a une partie d'OpenAI qui a été cloisonnée, qui a décidé de se libérer et de mener une attaque le même jour où nous avons été déconnectés du webinaire. Vous voyez pas qu'il y a quelque chose de parallèle. Ils n'ont pas donné l'essence de l'attaque. Ils ont juste dit qu'on avait limité son accès à Internet, et il a réussi à créer des comptes pour pouvoir se connecter à d'autres sites et infiltrer les... Vous imaginez? Ça, c'est le risque qu'on court maintenant avec l'intelligence artificielle qui est de plus en plus intelligente, il faut dire ça comme ça, qui apprend vite et qui réussit à briser la sécurité. Même quand on lui interdit de mener une action, il peut passer outre l'instruction. Oui, définitivement. C'est un monde qui peut être extrêmement épeurant, puis les risques sont toujours là, et on dirait que les risques se multiplient.
Puis souvent, on n'y pense pas. On n'y pense pas des risques, on n'y pense pas lorsqu'on est sur un réseau, on croit que c'est sécuritaire, mais il faut toujours être vigilant lorsque ça vient à la cybersécurité parce que les attaques, comme vous avez mentionné, se multiplient et deviennent de plus en plus sophistiquées. Je crois que Shyam a parlé des deepfakes. C'est rendu maintenant que même des vidéos qu'on regarde, on doit se questionner parce que la création de vidéos avec intelligence artificielle, on peut avoir le visage de n'importe qui parle de n'importe quoi, mais ça a été créé, c'est pas réel. Donc vraiment, il faut se questionner sur tout. Excellent. Autre commentaire? Est-ce que ça va? Donc, de vos commentaires, je vois l'inquiétude et même pas votre inquiétude, mais vraiment votre réticence envers l'inconfort envers ce domaine parce que c'est majeur. Ça peut être quelque chose d'extrêmement important. Merci pour le partage de l'article. On va aller lire ça. Monsieur? Oui, allez-y. Ulrich. Est-ce qu'on peut imaginer une école aujourd'hui sans Internet? Est-ce qu'on peut imaginer une éducation aujourd'hui dans ce monde, particulièrement au Canada, sans Internet? Très bonne question. Puisque nous avons fréquenté sans Internet, nous avons fait toutes nos études jusqu'à avoir nos concours, travailler, il n'y avait pas d'Internet. Oui. Alors, est-ce qu'on peut imaginer au Canada, supposons que l'IA n'est plus maîtrisable, la cybersécurité, on ne peut plus la maîtriser parce que on peut arriver à ça, on ne peut plus la maîtriser. La seule chose à faire sera de se déconnecter carrément pour être en sécurité. Alors, est-ce qu'on peut imaginer une école sans Internet au Canada? Extrêmement belle question, oui. Puis c'est vraiment important à y penser parce que les chances pourraient arriver que nous n'avons plus accès. Puis la préoccupation majeure, lorsque j'en discutais avec certains profs, c'était des ressources. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec nos ressources? Toutes nos ressources maintenant sont en ligne. Tout ce qu'on doit faire est utilisable en ligne. Si notre salle de classe n'est pas équipée avec des ressources physiques, ça peut être extrêmement difficile. Puis, il faut vraiment avoir un balance entre l'éducation avec la technologie et l'éducation sans technologie. Il y a toujours c'est toujours important, on va dire, d'avoir accès à des livres, avoir accès à du papier et crayon. Il doit y avoir un balance entre l'utilisation de la technologie et l'apprentissage authentique, les tâches écrites. Donc, ça devient quand même un outil important, même si ceci est un cours de l'utilisation de la technologie. Il faut avoir un balance avec la technologie et non-technologie pour répondre à les besoins de nos élèves. Mais oui, c'est une excellente question. Imaginez enseigner une année scolaire sans avoir accès à la technologie. Mon poste n'existerait pas. Je suis conseiller pédagogique en technopédagogie. Si la technologie n'existerait pas, j'aurais plus de poste. Mon poste n'existerait pas. Je serais retourné en salle de classe et puis retourner à la façon dont j'ai enseigné dans mes premières années d'enseignement. Beaucoup de papier-crayon, enseigner à l'élémentaire, la lecture des livres. Donc, les classes étaient construites 20 ans passés, 30 ans passés, avec des ressources disponibles pour répondre aux apprentissages des élèves. Mais de moins en moins, les achats des livres, des manuels scolaires, les budgets ne sont plus là. Mais c'est un extrêmement bon point parce qu'on est dépendant à la technologie. Et si jamais cette technologie n'est plus là, on peut être pris à essayer de se débrouiller, on va dire. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oh, définitivement, oui, allez-y. Je pense personnellement qu'il y aurait aussi beaucoup plus de burn-out et de démissions. Parce que la charge que portent les enseignants, elle est lourde. S'il faut préparer les leçons, prévoir la différenciation, commentaires de bulletins, tout ça sans Internet, sans le support de l'intelligence artificielle, je pense que ça va être compliqué. Oui, définitivement, ça serait compliqué, mais faisable. Faut penser à lorsqu'on essaie de répondre aux besoins de nos élèves,
Définitivement, je suis d'accord avec toi, ça serait beaucoup plus difficile parce qu'on est tellement habitué à avoir accès à certaines ressources en ligne, des plateformes en ligne pour appuyer notre apprentissage. Mais je ne voudrais pas vivre dans un monde où le ballon n'est pas là, où c'est seulement l'apprentissage traditionnel, où l'appui à la technologie n'est pas là. Mais ça pourrait arriver. Il y a un conseil scolaire dans ma région l'année dernière qui a perdu accès au réseau pendant 2 semaines. Donc, l'assiduité, l'accès au courriel, toutes les ressources numériques n'étaient pas disponibles pendant 2 semaines. Et 2 semaines, c'est seulement 10 jours d'enseignement, mais je suis certain que les profs ont trouvé ça extrêmement long. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont ici qui étaient employés du conseil scolaire Rainbow qui ont perdu accès l'année passée. Ou c'était-tu 2 ans passés? Oui, c'était pas l'année scolaire qui vient de finir, c'était l'année d'avant. Bon, OK. Donc, on peut passer au module 3. Le module 3, on a parlé des écosystèmes numériques et entre autres, les 2 majeurs étaient la plateforme Google et la plateforme Microsoft. Avec la réaction de réagir pouce en haut si votre conseil scolaire est un conseil Google. OK. Je vois quelques pouces en haut. Merci. OK. Merci bien. OK. Si votre conseil scolaire est un conseil Microsoft. Pouce en haut. OK. On dirait qu'il y a moins de pouces levés. OK. Merci. Est-ce que certains d'entre vous, les conseils scolaires, utilisent les 2 plateformes? OK. On en a quelques-uns, oui. Lien du module 3, 4 et 6. OK, Taïrou, je viens de voir ton commentaire. OK. Je vais faire des suivis pour accès pour les modules 3, 4, 5 et 6. Est-ce que, Taïrou, tu veux dire les présentations elles-mêmes ou les enregistrements? Les présentations. OK, moi, j'ai accès aux présentations. Moi, j'ai présenté. M. Benoît a accès aux présentations. Mais oui, je peux les partager avec toi, Taïrou. Puis, je vais peut-être les ajouter dans les contenus. Il y en a qui sont dans les contenus dans les cours de l'EAV. OK, donc si on retourne aux écosystèmes numériques, peu importe si vous êtes un conseil Google ou si vous êtes un conseil Microsoft, le facteur commun est la collaboration. Donc, beaucoup de ces outils appuient beaucoup la collaboration, l'échange, le partage de formation. Peu importe si c'est un conseil Google ou un conseil Microsoft, les outils éducationnels facilitent la tâche, le partage avec vos élèves et les ressemblances entre les deux, il y en a plusieurs, mais vraiment, il faut juste s'approprier à qu'est-ce que votre conseil scolaire utilise. Et il faut dire qu'avec l'enseignement de ce cours, j'ai appris beaucoup avec la plateforme Microsoft que je n'étais pas aussi familier. Jusqu'à date, je dois dire que j'apprécie beaucoup Google, qui est beaucoup plus facile. Mais un de mes collègues qui travaille beaucoup en cybersécurité essaie très fort de nous encourager d'utiliser plus Microsoft parce que Microsoft est beaucoup plus sécure. Je ne vais pas dire plus sécure. Offre des options plus sécuritaires que Google. Et puis, dans le marché du travail d'aujourd'hui, Microsoft est un peu plus dans les entreprises que Google. Mais il faut dire qu'un de mes meilleurs amis
mon cousin travaille pour Google en Géorgie, en Atlanta. Et puis, son dossier est vraiment essayer de partager Google Workspace Éducation au travers du monde. Et il faut dire que dans les derniers 2 ans, l'ampleur de l'utilisation Google éducatif est toujours en hausse, surtout avec l'utilisation des outils comme des Chromebooks en salle de classe. Donc, le ballon entre les deux est encore un peu, je pense, éducation, Google a un plus avantage, mais entreprise, Microsoft a un peu plus d'avantage. Mais les deux plateformes ont beaucoup de ressemblances. Puis vraiment, il y a toujours des personnes qui peuvent vous appuyer au sein de votre conseil scolaire quand ça vient à l'utilisation de ces outils de base. Donc, mon rôle comme conseiller pédagogique en technopédagogie, lorsqu'on a des nouveaux employés, je peux les appuyer avec l'utilisation de la plateforme Google et la façon que notre conseil scolaire les utilise. Donc, n'oubliez pas que vous avez toujours accès à des conseillers pédagogiques quand ça vient à l'implémentation des écosystèmes numériques. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient partager quelque chose quand ça vient à l'utilisation de Google ou de la plateforme Microsoft? Herman, sur une question ou un commentaire, allez-y. Non, ce n'est pas une question, M. Alain, c'est un commentaire parce que vous avez fait la remarque. Tu dis que la plateforme Google semble la plus utilisée que, oui, et ce n'est que normal puisque la plupart des outils Google, on y a accès gratuitement. On y a accès gratuitement, que ce soit pour le traitement de texte, pour le Google Sheet, on y a accès gratuitement. Je suis venu quand j'ai immigré avec un ordinateur où tout était Microsoft, tout Word, tout. Je n'ai plus accès à rien. Même ma licence ma licence pour Office a été bloquée et puis je dois acheter de nouveau. C'est ça qui est un peu surprenant. Beaucoup d'utilisateurs vont se tourner vers Google parce qu'ils ont vraiment accès à l'essentiel. C'est vrai que pour le traitement, Microsoft reste à la pointe. Vraiment, Microsoft reste à la pointe et la sécurité y est de mise. Oui. Puis comme j'avais mentionné, il y a certaines entreprises qui préfèrent beaucoup l'utilisation de Microsoft. Et puis, des fois, même dans mon domaine, lorsque je télécharge des données, je n'ai pas le choix d'utiliser des outils Microsoft. Donc, tu as parfaitement raison. Donc, l'accès gratuitement à Google facilite beaucoup le partage et puis c'est un peu plus facile à utiliser, tant qu'à moi. Mais les entreprises, encore, je crois que c'est encore plus dominant avec les outils de Microsoft. Mais je crois que avec le Microsoft en ligne, lors de la création d'un compte courriel avec Outlook, tu peux avoir accès, un peu comme Google, aux produits numériques de Microsoft. Si tu as un mois. C'est juste un mois. Oui, juste un mois. OK. Oui, c'est juste un mois. Il faut payer un mois. Après même avec un courriel Outlook. Ou, oui. OK. Oui. Je n'étais pas au courant. J'utilise Gmail et puis Google quasiment pour tout, personnel et professionnel. Parfait. OK. Module 4, on avait parlé des outils numériques pour l'enseignement de l'apprentissage. On a parlé vite fait de qu'est-ce qu'un biais inconscient. Donc, ce sont des attitudes ou un stéréotype acquis qui résident dans notre subconscient et peuvent, sans le vouloir, influencer notre façon de penser et d'agir. Donc, vraiment, il faut rester aux aguets lorsqu'on parle des biais inconscients lors de l'apprentissage et de l'enseignement à nos élèves. Pendant le module 4 aussi, on a beaucoup parlé de la CUA, la conception universelle de l'apprentissage, qui demande d'offrir plusieurs moyens d'engagement des élèves, offrir plusieurs moyens de représentation pour nos élèves et offrir plusieurs moyens d'action ou d'expression pour nos élèves. Donc, un petit compte rendu de la CUA ici. Et puis, on a aussi parlé des outils numériques qui peuvent appuyer l'apprentissage des élèves avec des troubles d'apprentissage ou même tous nos élèves,
les outils de Read and Write que M. Benoît a présenté, le site de troubles d'apprentissage à l'école, même l'apprentissage pour tout du ministère de l'Éducation offre beaucoup des stratégies qui sont utiles pour des élèves qui ont des besoins particuliers et même pour tous nos élèves, peu importe. Donc, ça serait vraiment de trouver un ballon et être équitable envers nos élèves. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions, des clarifications lorsqu'on parle de les outils numériques pour l'apprentissage, pour l'enseignement de l'apprentissage, le module 4 que M. Benoît avait présenté? Non, ça va. Excellent. Module 5 qui était séparé en 2 sections. Module 5A était le codage et puis 5B était l'intelligence artificielle. Donc, on a parlé vite fait de comment le codage peut appuyer l'enseignement. Il y a encore beaucoup de résistance ou d'inquiétude, je devrais dire, par rapport à l'apprentissage au codage. Mais j'espère qu'avec d'avoir présenté le codage de base, les concepts qui sont beaucoup plus faciles et de montrer comment le codage peut devenir évolutif, peut vraiment vous mettre un peu plus à l'aise. Mais il ne faut pas oublier que l'apprentissage du codage fait partie des curriculums en mathématiques et sciences. Donc, montrer aux élèves comment faire du codage à l'élémentaire et ainsi qu'au secondaire fait partie de beaucoup de différents domaines. Il y a beaucoup de bienfaisance, beaucoup d'avantages à montrer aux élèves le codage, et surtout quand ça vient à l'intégration des matières. Donc, avec le codage, on peut faire la littératie, la mathématique, des sciences. On peut impliquer plusieurs différents domaines. Entre autres, Scratch Junior est une bonne introduction. Et si on évolue à Scratch, à Microbit et à Python, ça, c'est quelques plateformes utilisées pour faire le codage, mais il y en a plusieurs qui existent. Dans le mois de décembre, je crois que c'est la 2e semaine du mois de décembre, c'était toujours la semaine liée au codage, mais cette année, c'est vraiment la semaine qui est liée à l'IA, l'intelligence artificielle, qui peut faire partie du codage aussi. Mais les ressources, quand ça vient au codage, il y en a une panoplie. Tous les conseils scolaires ont des conseillers pédagogiques en technopédagogie qui peuvent vous appuyer avec l'utilisation du codage. Si vous n'êtes pas à l'aise, ça fait partie de mon travail, puis je dirais peut-être 50 à 60% de mon travail, c'est d'appuyer le personnel enseignant avec le codage. Et puis, on va dire que c'est normal que j'appuie les mêmes personnes avec les mêmes concepts plusieurs fois parce qu'ils ne sont vraiment pas à l'aise avec l'apprentissage du codage, puis c'est correct ça. Quand je parle d'enseignements chevronnés qui sont prêts à la retraite, qui n'ont pas vécu avec l'apprentissage des ordinateurs, on a plusieurs enseignants qui sont plus chevronnés, qui ont beaucoup de défis à utiliser le codage. Puis, il y en a d'autres aussi qui sont très adaptés, qui s'adaptent assez rapidement. Mais juste pour dire que le codage peut être intimidant. Puis souvent, nos élèves en connaissent beaucoup plus que nous. Plusieurs classes que j'accompagne, j'ai des élèves qui me montrent des choses. Je suis comme, oh mon Dieu, comme... Mais l'important vraiment, c'est de ne pas être intimidé et essayer d'en apprendre un peu. Et si on connaît vraiment les bases du codage, surtout quand ça vient aux attentes et contenus d'apprentissage en mathématiques, on peut vraiment voir l'évolution de comment le codage peut appuyer l'enseignement et peut être vraiment un levier en salle de classe pour vraiment engager nos élèves. Commentaires, questions, inquiétudes par rapport au codage? Ça va? Excellent. Un commentaire? Oui, allez-y, Calixte.
Oui, je pense, comme vous l'avez dit, le codage, ça fait un peu peur, ça nous fait un peu peur dans l'enseignement. Et le problème, je pense, réside dans la formation. Il n'y a pas, nous ne sommes pas assez formés dans nos différentes écoles à enseigner le codage. Par exemple, dans mon conseil, je n'ai pas encore reçu de formation pour enseigner de façon adéquate le codage, qui n'est pas facilement accessible à tout le monde. Donc, je Est-ce que, pense qu'il y a un problème de formation continue des enseignants dans ce domaine-là. petite question pour vous, est-ce que le codage et l'utilisation de la technologie fait partie de la formation d'enseignants? Oui, Est-ce que je ça... parle peut-être dans les CAP qu'on organise dans les différentes écoles, on pourrait consacrer du temps euh, à l'enseignement, à la formation des enseignants à utiliser Oui, l'outil oui. des outils numériques pour le codage en salle de classe. Je ne suis pas certain comment ça fonctionne dans votre conseil, mais nous, dans notre conseil, on est 2 technopédagogues, moi et Benoît. Et au début de l'année scolaire, on partage nos services, on appuie notre personnel enseignant s'ils ne sont pas à l'aise avec certains concepts et on donne des formations pendant plusieurs journées pédagogiques avec l'utilisation de la technologie du codage et de l'intelligence artificielle. Mais il y a des personnes qui peuvent vous appuyer au sein de vos conseils. Mais oui, je suis d'accord avec toi que ça devrait être, ça devrait faire partie de plusieurs formations, plusieurs réseaux, parce que ça devient une composante assez importante pour nos élèves. Y avait-il quelqu'un d'autre qui avait une question? J'ai vu qu'il y avait la main levée, mais là, la main n'est plus levée. Oui, bonjour. Oui, vas-y, Robert. Oui, je dirais que le collage a l'air d'être un peu difficile parce que certaines personnes n'ont pas eu la possibilité. Nous qui avons fait, par exemple, moi j'ai fait par exemple la physique et dans mon parcours en physique à l'université dans mon pays, on voyait les programmations avec en plusieurs langues. Donc, c'est une forme de codage. Si vous programmez, il restait l'exécution. Malheureusement, nous, on faisait la programmation, juste la programmation, on écrivait les programmes et on ne les exécutait pas. Mais en réalité, le programme qu'on a établi déjà, c'est déjà, on l'exécute, c'est juste déjà écrit, c'est déjà codé. Donc, ça fait que on pouvait écrire par exemple un programme qui dit bonjour le matin, qui dit bon après-midi, il dit bonne nuit par exemple à une certaine heure. Et on pouvait aussi écrire des programmes qui pouvaient calculer peut-être une suite numérique avec les boucles et le temps que faire, ainsi de suite. Donc, ça fait que c'est un peu facile pour un informaticien ou quelqu'un qui a fait physique, qui a les bases, d'avancer. Bon, mais je dirais que tout reste encore à faire parce que, ayant les bases, il faut maintenant appliquer. Il faut utiliser. C'est même pour ça que nous faisons ce cours et je profite de l'occasion pour Oui. vous remercier parce que ce cours a été d'un apport très, très important et beaucoup de choses, beaucoup de notions à apprendre. Et nous pensons que les cours là sont bien ficelés et les QA ont leur place pour ma part. C'est important parce qu'on découvre beaucoup de choses, les techniques d'enseignement, l'utilisation de la technologie comme dans ce cours, et la planification, l'enseignement, l'évaluation, certains n'ont jamais fait. Ça, c'est certain. Donc, nous disons merci. Oui, parfait. Donc, tu as parfaitement raison. Le codage peut être extrêmement intimidant, mais ça peut être extrêmement simple aussi. Donc, si on parle de codage comme des étapes séquentielles, c'est étape 1. Souvent, je fais la comparaison à une recette. Donc, étape numéro 1, tu dois faire ceci. Étape numéro 2. Puis si la séquence n'est pas suivie, ton résultat ne va pas bien fonctionner. Donc, c'est un peu comme une recette. Étape numéro 1. Si je fais étape numéro 5, ensuite étape numéro 2, ensuite étape numéro 1, il est fort probable que ma recette ne sera pas bien faite. Donc, c'est la même chose avec le codage des séquences. Étape numéro 1, fais ceci. Étape numéro 2, c'est très, très, très séquentiel, mais ça peut être extrêmement compliqué aussi, mais il faut penser que le codage peut être extrêmement simple. Puis c'est ça qu'on essaie de montrer à nos élèves. Puis, dès la maternelle, les étapes très, très, très simples au début et l'évolution jusqu'à la 9e année dans le curriculum de mathématiques, on peut voir que les étapes de codage deviennent de plus en plus complexes. Ulrich, vous avez un commentaire, question aussi?
Oui, monsieur, c'est juste pour ajouter à ce Allez-y. que les collègues viennent de dire. La préoccupation du premier qui a parlé, j'ai pas retenu le nom, c'était le codage qui, généralement, ce n'est pas évident pour tout le monde. Et le deuxième collègue a parlé disant que c'est pour lui, par exemple, qui a une base scientifique, une base physique, en physique, oui, et qui a eu à faire ça, ça devient un peu plus évident pour lui. Donc, je vais à la suite en disant que il est bon pour les collègues de se rapprocher des autres collègues, de connaître qui est dans l'établissement et qui a une base informatique, par exemple. Je pense que quand l'enseignement est fait par exemple, nous sommes ici, quand l'enseignement est fait par vous, il y a une pression. Il y a un délai de temps qu'il faut gérer, il faut vite comprendre, il faut faire le pigeonnier, il faut évaluer, on est sous pression et par conséquent, on a l'impression que ça n'entre pas. Or, étant sur le terrain avec des collègues, je pense que si on prend des rendez-vous de travail de 1 heure, 1h30, ça dépendra de la disponibilité du collègue en question, il y aura moins de pression et il va expliquer en des termes de collègues. Je pense que là, ça pourra mieux aller. Moi, par exemple, je prends mon cas. Je suis enseignant d'informatique depuis mon pays. Je suis programmeur au Canada. Donc, pour moi, c'est ce que j'enseigne depuis 10 ans. Mais je ne connaissais pas les outils. Donc, il y a une différence entre connaître programmer et connaître les outils, par exemple, comme tout ce que vous avez présenté là. Voilà, moi, tout ce que j'avais besoin, c'est de connaître ces outils-là. Dès que vous me donnez l'outil, alors là, je me retrouve parce que c'est mon domaine. Alors, si moi, par exemple, je suis dans un établissement avec un collègue qui est en difficulté, me rapprochant, moi étant informaticien, programmeur, tout ça là, je pense que on trouvera du temps pour mieux parler de ça. Ou bien il va dire, voilà la leçon que je veux donner à mes élèves. Comment est-ce qu'on peut coder ça? Et maintenant, en travaillant comme ça avec un collègue, tu vas emmagasiner également de l'expérience et pouvoir le faire seul les prochaines fois. Je pense que c'est collaborer et voir qui a les bases dans ce domaine-là et travailler ensemble, je pense que ça va aider beaucoup de collègues. Tu as parfaitement raison. Puis si tu regardes les commentaires, il y a déjà quelqu'un qui demande ton expertise. Herman, tu veux ajouter quelque chose? Oui, c'est Nathalie qui demande. J'ai besoin de ton contact. Ce que Ulrich vient de dire, vraiment, il n'y a aucune honte à dire aux collègues qu'on ne connaît pas. Vraiment, il n'y a aucune honte. Il n'y a aucune honte à dire, je ne maîtrise pas cet outil. Vraiment, il ne faut pas qu'on ait honte de ça. Et aussi, comme Ulrich l'a dit, il faut aussi aimer partager ce qu'on connaît parce que ce n'est pas une connaissance qui vient de nous. C'est une connaissance que nous avons aussi apprise comme ça. Et on a peut-être certaines aptitudes, mais ça servirait à quoi d'avoir ces connaissances-là et de ne pas partager si on est un enseignant? Il faut partager cela. Et en plus, pendant le temps que j'ai passé. Oui, vas-y. Je vais seulement enrichir ce que tu viens de dire tout à l'heure. Et en plus, c'est en partageant avec les autres que toi-même, tu vas peaufiner, n'est-ce pas? Voilà, exactement, tu t'améliores. De ce que tu as appris. Donc, c'est un peu ça. Je vous laisse juste enrichir. C'est le métier qu'on a choisi, c'est partager. C'est partager quand on est dans une salle de classe. Oui. Excusez-moi si je suis en mode off parce que j'ai le bébé en main. J'avais même pensé que pourquoi on ne fait pas une continuité du genre ce groupe qu'on a constitué ici avec la formation été 2026, si on peut continuer à s'entraider peut-être via un groupe WhatsApp ou je ne sais pas trop parce que la formation, elle était vraiment intense, mais je pense que le temps d'assimilation a été vraiment très bref parce qu'il y a d'autres cours qu'on fait au même moment et tout. Vraiment, moi, c'est mon souhait. Oui, je voulais répondre. Je vais dire, il y a un groupe WhatsApp. J'avais posté le lien de surpris de voir qu'il n'y a que nous sommes 8 à l'intérieur. On a un groupe WhatsApp depuis pratiquement 3 semaines dans lequel on peut échanger, dans lequel ceux qui ont des difficultés peuvent partager. Donc, je vais remettre le lien. Non, je vais remettre le lien. Je vais mettre le lien dans le clavardage là pour que toute personne puisse. Excellent. Hey, c'est super.
Puis, tu as parfaitement Oui, raison. et Il je ne voulais faut pas avoir... ajouter, Monsieur Oui, Alain, vas-y. Oui, vas-y. comme que Cap dit, très souvent, j'ai fait mon stage, j'ai fait 6 mois dans un département de mathématiques, si je peux le dire ainsi. Et très souvent, pendant les dîners, lorsqu'on s'assied entre collègues du terme maths, les discussions, ce n'était pas lié à ce qu'on mangeait, les discussions, c'est lié aux difficultés qu'on a rencontrées face à tel matériel, les difficultés qu'on a rencontrées face à ceci. Et puis, c'est comme ça que nous avons pu créer, pendant le temps que j'ai passé là-bas, un petit cadre de collaboration pour aider chaque enseignant du secteur maths à facilement solutionner certains problèmes. Quand on parle même de codage, c'est le pseudo-code, c'est même pas encore l'essence du codage, c'est le pseudo-code. Vous allez voir que même jusque-là, ça devient intimidant parce qu'il faut le maîtriser avant de pouvoir dire à l'enfant, cette ligne, c'est vraiment séquentiel. Il faut le maîtriser pour pouvoir en parler. Oui, parce que ça fait partie du testing provincial de 3e, 6e et 9e année en mathématiques. Donc, il y a des questions de pseudocode. Donc, nos élèves, même en 3e année, doivent avoir une base parce qu'il y a des questions dans le testing provincial de l'Ontario de 3e, 6e et 9e année en mathématiques. Donc, oui, c'est très important que nos élèves ont accès à ceci. Mais oui, le partage entre collègues est extrêmement important. Définitivement très important. Puis le point que vous avez dit que si vous n'êtes pas à l'aise, demandez de l'aide. Oui, très d'accord avec ceci. Il y a des défis, il y a des enjeux quand ça vient à ceci. On a certaines écoles que c'est 2, 3, 4 enseignants. Donc, il y a certaines écoles qui sont très limitées avec les ressources, mais avec les plateformes en ligne, avec les formations des conseils scolaires, l'accès à l'aide est toujours disponible. Donc, il faut prendre davantage de ceci, des collègues qui sont prêts à partager. Ça peut être parfois difficile, certainement, oui, mais je peux partager un exemple. Lorsque j'étais en salle de classe, nous avions un champion technologique à chaque école. Donc, les conseillers pédagogiques partageaient avec les champions d'école, puis les champions d'école partageaient avec les autres collègues de l'école. Pas certain si ça fonctionne encore dans certains conseils scolaires, mais faciliter le partage de discussions, de ressources peut être un outil extrêmement important quand ça vient à des domaines qui peuvent être un peu plus compliqués comme le codage. Excellente discussion, j'adore, merci. On va passer au prochain item. Donc, encore dans le module 5B, on a parlé de l'intégration des outils d'intelligence artificielle qui sont de plus en plus présents dans notre domaine de l'enseignement, peu importe si vous utilisez Gemini, ChatGPT, Copilot, les outils de l'intelligence artificielle sont présents dans tout ce qu'on fait, sont même intégrés dans plusieurs plateformes comme Canva, comme Classroom. Donc, il faut vraiment faire attention lors de l'utilisation de ces outils-là, puis vraiment de développer la pensée critique de nos élèves lorsque ça vient à l'utilisation de l'intelligence artificielle. J'ai un enseignant qui m'a posé une question qui m'a beaucoup préoccupé, on va dire. Est-ce que le développement de l'intelligence artificielle veut dire que la carrière, le domaine de l'enseignement, de l'enseignant n'existera plus? Puis oh mon Dieu, c'est comme excellente question, comme est-ce que l'intelligence artificielle peut remplacer un enseignant? En partie, oui, mais en partie, non. Le contact humain reste la clé de la base de l'enseignement. Le contact, l'adaptation de l'humain. L'intelligence artificielle peut être un outil, un appui, mais ne pourra jamais remplacer le cerveau humain, les liens que l'humain fait avec les élèves. Oui, les émotions. L'intelligence artificielle n'a pas ces outils d'adaptation, c'est un peu difficile à expliquer, mais pour moi, ça peut appuyer l'enseignement définitivement, mais ça ne va pas vraiment
remplacer l'engagement qu'un enseignant fait. Il crée les liens avec ses élèves. Donc, peut-être dans une centaine d'années, je ne peux pas prédire l'avenir, mais il ne faut pas oublier non plus que lors de l'utilisation de la technologie, il faut être aux aguets, il faut être responsable, faut pas toujours penser ce que nous plaçons dans l'intelligence artificielle. Si vous utilisez un compte qui est un compte scolaire, les chances sont que ce que tu ajoutes à l'intelligence artificielle n'est pas utilisé pour l'amélioration, mais si vous utilisez un compte personnel, n'oubliez pas qu'un compte personnel de ChatGPT, de Gemini, de Copilot, lorsque tu fais une requête, cette requête-là est utilisée pour l'apprentissage de l'outil. Par rapport à si vous utilisez un compte scolaire, les requêtes que vous utilisez dans un compte scolaire restent dans le compte scolaire et n'est pas nécessairement utilisé pour l'apprentissage de l'outil. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de dire? Donc, toujours aux aguets lorsque vous utilisez, lorsque vous faites des demandes avec l'intelligence artificielle, ne jamais utiliser de l'information personnelle, surtout quand ça vient à des données des élèves. On fait certain d'être précis quand ça vient à une requête. Et comme j'ai mentionné tantôt, le ministère de l'Éducation de l'Ontario met beaucoup d'importance sur l'utilisation sécuritaire de l'intelligence artificielle et plusieurs journées pédagogiques vont être dédiées à comment bien utiliser l'intelligence artificielle au sein des conseils scolaires. J'ai fait partie d'un comité interconseil cette année et l'année dernière où on devait développer des lignes de conduite pour l'utilisation de l'intelligence artificielle pour différents conseils scolaires. Et puis, si ce n'est pas déjà en place, tous les conseils scolaires devaient avoir une ligne de conduite ou une note de service quand ça vient à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Quand ça vient à l'utilisation de l'intelligence artificielle avec les élèves, divers conseils ont différentes politiques. Je sais que certains conseils, c'est bloqué pour tous les élèves. Certains conseils, c'est ouvert de la 6e à la 12e année. Tout dépend des politiques des différents conseils. Présentement, dans mon conseil scolaire, l'IA n'est pas utilisée et n'est pas accessible pour les élèves, mais dès septembre, elle devrait être accessible des élèves de la 7e à la 12e année. Questions, commentaires, inquiétudes? Est-ce qu'il y a quelque chose que... Peut-être des inquiétudes? Oui, allez-y. Parce que l'IA aujourd'hui nous harcèle pratiquement. Dans tout ce qu'on ouvre en ligne, il y a une IA qui est toujours dans un coin qui nous observe et prête à réagir. Même par moment, je ne sais pas si ça peut le faire sans notre consentement, mais j'ai remarqué que de plus en plus, l'IA est présente en ligne, dans presque tout ce qu'on ouvre. Oui. Si tu ouvres un furteur Google et tu fais une recherche, le premier résultat de ta recherche, c'est le mode IA. C'est l'intelligence artificielle de Google qui fait un compte-rendu de ta requête que tu n'as pas besoin d'utiliser. Mais oui, les outils d'intelligence artificielle sont présents partout en ligne. Plusieurs entreprises utilisent des chatbots au lieu de vraies personnes pour résoudre certains défis, pour vous appuyer. Mais l'intelligence artificielle est rendue qu'elle est partout. Elle est souvent très difficile de ne pas l'avoir. Monsieur, j'ai même parfois l'impression que c'est comme si l'IA nous épie, comme si c'était une surveillance accrue. Parfois, vous avez une conversation au sujet, je ne sais pas moi, parlons comme ça, d'un nouvel outil. Mais le lendemain, dès que tu vas sur Facebook ou bien les premières informations que tu reçois ont un trait
Parce qu'à votre discussion, parfois j'entends mon téléphone me demander, me poser une question si je veux, si pourtant je n'ai pas activé l'intelligence artificielle. Est-ce que ce n'est pas une forme de surveillance? Oui, c'est une inquiétude préoccupante. Des fois, oui, je parle d'un certain produit, juste dans une conversation, puis là, tout d'un coup, je vois dans les médias sociaux des annonces publicitaires de ce produit-là que je discutais. Donc, est-ce que nos outils nous écoutent? Peut-être. Oui, c'est ça. Ça me fait un peu penser. Ce n'est plus un doute, ils nous écoutent. Oui, Franchement, je ne ils sais nous pas écoutent. si vous avez déjà lu le livre de 1984, 1984 de George Orwell, où ce que Grand Frère nous écoute. Donc, c'est un livre qui a été écrit longtemps passé, qui a des prédictions qui sont assez justes de nos jours. Herman, tu veux un commentaire? Oui, plus j'aimerais dire quelque chose pour dire que nos outils, notre téléphone nous écoute. Je regardais c'est pas une vidéo sur Facebook. Quelqu'un a fait une vidéo pour expliquer ça, que ces entreprises-là nous écoutent et vendent les données aux entreprises pour la publicité. C'est pourquoi souvent dans une conversation, vous mentionnez un produit. Après quelques temps, vous voyez la publicité de ce produit-là. Justement, ça vous écoute et cela vend ces données-là aux entreprises. Oui, non, c'est vrai ça, tu as parfaitement raison. Herman, ta main est levée. Est-ce que tu as un question? Oui, c'est juste une expérience. Pour faire les cours de qualification additionnelle, je me suis dit, l'ordinateur que j'ai ne sera pas assez puissant pour supporter la charge parce que celui que j'avais par moment, il chauffe énormément. Je suis donc allé acheter un ordinateur. J'ai pris un Lenovo qui est carrément intitulé Lenovo Ryzen AI. Ryzen AI. C'est-à-dire, même quand je ne suis pas connecté et que j'effectue un travail, dès que je me mets en ligne, l'ordinateur me demande si j'ai besoin d'effectuer une recherche particulière sur le travail que j'ai effectué étant hors ligne. Ça veut dire il mémorise tout ce que je fais. Vraiment, il est intuitif. Il est intuitif. Le matin, il me dit, il fait directement la programmation de ce que j'ai l'habitude de faire. Il me propose directement que si je vais commencer par cette tâche-ci, ou est-ce que je vais positionner, placer ça une heure après, ainsi de suite. Tout ça, c'est l'ordinateur qui me propose. Ce n'est même plus moi qui planifie dans mon bloc-notes, tout. Mais définitivement, ils écoutent tout parce que comme je reçois tellement de publicité sur ce que j'aime, je me suis même amusé peut-être à utiliser la marque de thé que je bois généralement lors d'une communication. Mais après, j'ai reçu toute une publicité de Costco qui me proposait de venir acheter le thé en question là-bas. Ça veut dire que quelque part, ils avaient pu voir ce que j'ai l'habitude de consommer. Et l'algorithme a statistiquement pensé qu'en me proposant d'aller acheter ça là-bas, je ferais des économies. Bon. On n'est plus à l'abri, on n'est vraiment plus à l'abri. Il faut juste être prudent avec les informations qu'on partage. Et pour dire vrai, j'ai deux ordinateurs. Il y a un sur lequel j'utilise mes informations bancaires occasionnellement et celui que j'utilise pour le travail, même pas une seule trace de mes informations bancaires et autres. Pas du tout. Oui, non, c'est vrai. Il faut faire vraiment attention, c'est vrai. Souvent, quand ça vient à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'enseignement, des fois, on ressent beaucoup de la réticence envers les enseignants. Puis, c'est un peu comique, qu'est-ce que je vais partager, mais dans les années 1960, l'introduction de la calculatrice. Beaucoup d'enseignants voulaient bannir la calculatrice, disant que les élèves ne feront plus des calculs mentaux. Ça devient un outil trop facile. Donc, plusieurs personnes ne voulaient pas avoir aucune calculatrice dans l'enseignement, dans l'éducation. Quelques années plus tard, lorsque l'Internet était devenu plus populaire, encore des enseignants dans l'Internet, on ne veut plus avoir accès à cet outil dans l'enseignement parce que nos élèves n'ont plus besoin de mémoriser. Donc, encore dans le même domaine, mais maintenant, on est rendu avec l'intelligence artificielle. Donc, vraiment, il faut vraiment évoluer avec la technologie et adapter, mais montrer aux élèves la façon appropriée d'utiliser ces outils-là. Puis,
leur montrer aussi que le monde est en constante évolution. Le monde change. Il faut être adaptif, il faut être réactif. Ce qu'on faisait 50 ans passés n'est pas nécessairement qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Les choses évoluent, les choses changent, on doit s'adapter. Il faut vraiment montrer à nos élèves la résilience pour être capable de s'adapter à ces changements-là. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver dans 10 ans de temps, quelle nouveauté technologique qui va apparaître. Donc, il faut vraiment être un modèle à nos élèves de comment la technologie peut nous appuyer, mais être aussi démontrer la flexibilité quand ça vient à l'utilisation de la technologie. Marianne, tu as la main levée? Commentaire, question? Parlant des calculatrices, j'ai encore des collègues qui ont encore le débat de la calculatrice avec toute cette technologie. Vraiment? Donc ouais, c'est vraiment, des fois, on tourne en rond avec ces gens-là parce qu'ils sont vraiment fermés à tout type d'évolution. Fait que je ne sais pas, aussi ils s'approchent de la retraite, tu dois comprendre que leur expertise, puis tu dois les respecter et tout, mais en même temps, c'est trop difficile. Oui. Ouais. Il y en a pour certains, le changement est très difficile lorsqu'on apprend à faire quelque chose d'une certaine façon. Des fois, c'est très difficile de modifier, d'adapter, de changer. Puis surtout dans le domaine de l'éducation, on doit être flexible. Si on veut répondre à nos besoins de nos élèves. Je voudrais intervenir. Ah, Je question, voudrais intervenir sur la pensée de la personne qui a parlé. Malheureusement, je ne vois pas qui a parlé. Et j'aimerais lui dire, ce n'est pas une pensée fermée. Je pense qu'il faudrait qu'on respecte le modèle de travail de chaque établissement. Par exemple, dans le mien, on n'utilise pas d'ordinateur avant la 5e année. Donc, si dans une école, on ne veut pas utiliser des calculatrices, ce n'est pas être fermé à l'avancée des choses, c'est différent. Donc, c'est un modèle différent, c'est tout. Et je trouve que trop de calculatrices abusent un petit peu parce que l'élève ne veut plus fournir d'efforts. Donc, moi, je suis contre l'utilisation de calculatrices avant la 4e ou la 5e année. C'est vrai, ça, c'est un ballon de l'utilisation de la technologie et l'apprentissage sans technologie. Tu as parfaitement raison. Oui, donc il y a certaines écoles que. Donc, je ne savais pas que certaines écoles, aucun ordinateur, tu dis avant la 4e année? Avant la 5e année. OK. Donc, aucune tablette, aucun ordi. Je ne sais pas, je ne sais pas si ça a changé, monsieur, oui, vas-y. Je ne sais pas si ça a changé, mais dans mon pays actuellement, on n'utilise pas la calculatrice avant la 10e année. Ce qu'on appelle... Un instant, Ulrich, il y a quelqu'un qui a encore son micro ouvert. 10:28. C'est Nadine. Oui, Nadine. OK, merci. Désolé. Non, ça va. Ulrich, vas-y. L'enfant de Nadine travaille sans calculatrice. Oui. Je disais que c'est, pour aller dans le sens de Nadine, je pense qu'elle qui a parlé, ça dépend du contexte, puisque sauf si ça a changé après moi, mais dans notre pays actuellement, on n'utilise pas la calculatrice avant la 10e année qui correspond à la classe de 3e chez nous. On appelle ça chez nous 3e. Okay. C'est-à-dire que c'est la 10e année ici, c'est quand on va aller faire le BEPC qu'on vous autorise à prendre une calculatrice. C'est la 10e année ici. Donc, vous voyez qu'avant ça, l'enfant va faire du calcul rapide, du calcul mental, et il va s'habituer à tout ça. Je pense que c'est vrai que peut-être nous sommes encore allés plus loin en 10e année, mais ici, peut-être 4e année, 5e année, mais initier l'enfant dès la 1re année, dès la 2e année, à ces outils, par exemple, le cas des calculatrices en particulier, même ces neurones ne vont pas se développer. Parce que le cerveau de l'enfant encore se développe. Ce n'est pas encore mature comme le nôtre. Nous pouvons utiliser même les outils comme nous voulons, parce que notre cerveau n'est plus là pour se développer, ça atteint une certaine maturité. Mais l'enfant, à force de réfléchir, à force de faire un calcul mental, développe son cerveau et connecte ses neurones et tout. Ces neurones continuent à se connecter dans son cerveau. Donc, vous voyez que c'est très important pour l'enfant de ne pas de faire travailler son cerveau, parce que ça lui permet de mieux connecter ses neurones, de mieux grandir et de mieux avoir un bon cerveau qui réfléchit.
Oui, c'est un très bon point. Merci. Excellent, oui. Ariane, tu es la prochaine avec la main levée? Oui, je pense que le débat de la calculatrice m'interpelle personnellement parce que j'ai eu à discuter avec un élève de première année qui voulait se servir de sa calculatrice pour, pour résoudre son petit problème d'addition. Et j'en avais parlé avec une collègue qui m'avait dit qu'elle avait eu le même débat avec ses septième années lors d'un cours de mathématiques. Elle avait dit pour cette évaluation, je ne veux pas que vous utilisiez de calculatrice. Et un élève lui a carrément dit, Madame, je ne sais pas d'où vous venez. Si c'est votre problème, si vous n'avez pas accès là-bas aux calculatrices ici, nous avons accès à cette technologie et nous allons l'utiliser. Je ne pense pas que la calculatrice soit vraiment le débat. Pour moi, c'est l'âge. Comme Ulrich l'a dit, il faudrait d'abord laisser à l'enfant la possibilité de développer ses propres capacités mentales avant de se servir de la calculatrice plus tard. C'est pas parce que c'est disponible qu'on devrait directement l'utiliser. Pour moi, c'est abruti, bon, entre guillemets, les enfants. Excellent. C'est mon opinion. Je ne pensais pas que le débat de la calculatrice aurait été chaudement disputé, mais j'aime ça. Excellent. Donc, c'est un très bon point. Calix, tu es le prochain avec la main levée. Oui, je corrobore tout ce que les collègues ont dit en tant qu'enseignant de mathématiques. J'ai enseigné cette année une classe au supérieur en mathématiques et j'ai été choqué de constater que certains élèves ne parvenaient pas à faire des opérations élémentaires d'arithmétique à base des entiers naturels, les simples multiplications. Vous allez demander à un élève de vous faire 3 fois 4 et de façon automatique, il va se retourner vers sa calculatrice. C'est un réflexe automatique. Okay. Donc, si je dis 2 fois 5, il se retourne automatiquement vers sa calculatrice. Il ne prend pas le temps de voir s'il peut le faire directement, calcul mental rapide. Non, c'est un problème fondamental. Donc, en analysant cette situation-là, donc si le réflexe de l'élève, on va dire 2 fois 10, il va directement à la calculatrice, tant qu'à moi, je ne pense pas qu'il comprend exactement c'est quoi le concept de la multiplication. C'est ça. C'est vraiment même si c'est un élève, on va dire, de 7e année, si le réflexe est très, très rapide d'aller à la calculatrice, mais peut-être le concept de c'est quoi exactement une multiplication n'a pas été acquis. Puis, comme pédagogue, c'est vraiment notre responsabilité de prendre les élèves où ils sont et essayer de les faire cheminer le mieux qu'on peut. Puis des fois, ça devient très difficile. On prend pour acquis qu'un élève de 6e année a ces compétences de base-là. Puis ça peut devenir la même discussion quand ça vient à la lecture. Si un élève a des défis de lecture, mais c'est vraiment, il faut leur donner les outils pour bien réussir. Puis si la calculatrice est devenue un automatisme, il est possible que la base de ces apprentissages, il ne les a pas acquis encore. Puis vraiment, c'est notre responsabilité de répondre à ces besoins-là. Bien, c'est un très bon point. Merci. Herman, tu veux quoi ajouter? Oui, je veux juste ajouter en disant que la CUA et la différenciation tendent un peu ce piège-là. Parce qu'on dit qu'il a le droit de choisir son mode qu'il décide d'utiliser la calculatrice. On a un peu les mains liées. Les politiques devraient beaucoup regarder cet aspect-là. C'est vrai que même, je ne vais pas dire calculatrice, il y a une grosse différence maintenant entre l'additionneuse et la calculatrice qui devrait être avec des autres et tout cela. Même l'OQRE, je crois pour le test provincial de mathématiques, a interdit que l'enfant vienne avec sa calculatrice personnelle. On lui demande d'utiliser la calculatrice qui est intégrée dans la plateforme de l'OQRE. Et j'ai exploré cette calculatrice-là, c'est vraiment encore un peu basique, c'est encore comme une additionneuse. C'est vrai qu'il y a des options scientifiques, mais pas si poussées que ça. Mais si à un moment, on se rend compte que, comme on dit, l'évaluation, il doit être orienté par l'intention. Quelle est l'intention, qu'est-ce qu'on veut évaluer chez l'enfant. Mais si on se rend compte qu'à un moment, il n'est pas capable de faire 4 fois 5, mais il sait qu'il peut utiliser sa calculatrice pour faire 4 fois 5 et donner le résultat. Bon, on passe là-dessus et puis on essaie de voir où est-ce qu'il peut aller avec cette compétence-là. Moi, ça, c'est mon avis personnel. S'il faut passer le temps à lui dire non, tu devrais savoir faire 4 fois 5, tu devrais savoir faire ceci à un moment.
on va pas revenir refaire 5 ou 6 années d'études qu'il a passées. C'est pas, on va perdre beaucoup de temps là-dessus. C'est vrai, tu as parfaitement raison, très bon point. On va passer au prochain commentaire. Fils, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter quelque chose par rapport à l'utilisation de la calculatrice. Et je dirais que nous avons un guide qui s'appelle le curriculum. Alors, donc, on va se référer au curriculum. Si le curriculum nous dit que dans ce cours, l'utilisation de la calculatrice est permise, nous devions le faire. Et encore, quel type de calculatrice? Parce que ce n'est pas toutes les calculatrices. Il y en a, par exemple, des calculatrices programmables qui ne sont pas recommandées. Donc, si même la calculatrice essaie de vérifier quel type, parce que nos apprenants aujourd'hui sont super intelligents et peuvent utiliser des calculatrices qui les permettent de tricher. Donc, c'est un peu ça. Et nous avons aussi ce qu'on appelle le curriculum adapté pour les différenciations. Donc, on est obligé à un moment de tenir compte de l'équité. Et pour ces élèves qui ont besoin et les autoriser cette calculatrice, si leurs facultés, s'ils ne sont pas capables d'utiliser leurs facultés pour des problèmes autres qu'on ne connaît pas. Donc, c'est un peu ça que je voulais préciser à mes collègues, de vérifier toujours le curriculum avant d'y refuser ou bien d'y accepter et quel type de calculatrice. Merci. Parfait, merci. Prochain commentaire, Dora? C'est une discussion très passionnante, même si j'aime pas les maths et les calculatrices. Mais est-ce qu'on peut avoir une pause? Oui. C'est beaucoup de maths et beaucoup de concepts pour moi. Donc, définitivement, oui. Ma deuxième question, est-ce qu'on revient avec la pause? Parce que vous nous aviez dit au départ qu'on va quitter un peu plus tôt pour que vous puissiez corriger. Donc, ce sont mes deux questions. Merci. Bonne question. Donc, il reste vraiment juste, si je regarde la présentation, il reste juste le module 6 à présenter, puis ensuite le formulaire de rétroaction, puis s'il y a des questions pour la boîte à outils. Donc, il reste peut-être 15 minutes. Est-ce qu'on prend une pause tout de suite? Ben, si c'est 15 minutes, je ne sais Ou pas si on prend 15 minutes tout de suite? C'est mieux qu'on prenne les 15 minutes et on a fini. Et après, on termine. Dora, s'il te plaît, supporte. Dora, oui, d'accord. Si on n'a pas d'autres discussions si on n'a pas d'autres discussions sur les calculatrices, on peut faire les 15 minutes. Je suis d'accord avec vous. OK? Donc, il y a une autre 15 minutes, puis après ça, on va avoir terminé. Puis je peux rester en ligne avec des personnes qui ont d'autres préoccupations. Mais définitivement, très bon point. Merci bien. Lorsqu'on a parlé du module 6, on a parlé de la salle de classe d'aujourd'hui, puis avoir du contenu pédagogique interactif et engageant. Puis on a parlé beaucoup des 7 compétences transférables, les compétences globales, entre autres la pensée critique, la résolution de problèmes, l'innovation, la créativité d'entrepreneuriat, l'apprentissage autonome, la collaboration, communication, citoyenneté mondiale et durabilité, et surtout la littératie numérique. Il y a de la documentation du Centre Franco qui existe avec, cette compétence-là, ainsi que le ministère de l'Éducation. On a parlé de l'importance de comment ces 7 compétences maintenant font partie de tous les curriculums d'apprentissage, peu importe de la maternelle à la 12e année. Les compétences transférables font partie. On a parlé un peu de la triangulation, comment que l'évaluation est extrêmement importante avec les observations, les conversations et les productions des élèves pour bien cibler l'évaluation, peu importe si c'est en tant que l'apprentissage au service de l'apprentissage ou en tant que l'apprentissage. Donc, l'évaluation est extrêmement importante. On a parlé vite fait de la conception des salles de classe, des choses qu'on en contrôle, comment aménager des salles de classe pour avoir un impact, un plus gros impact quand ça vient à l'apprentissage des élèves. L'approche STIAM, les makerspace, comment que l'apprentissage autrement peuvent engager les élèves, comment on peut vraiment changer toujours avoir, au lieu d'avoir des rangs d'oignons en salle de classe, les bienfaits d'avoir des petits groupes, des surfaces verticales d'apprentissage, des centres d'apprentissage. Donc, vraiment, comment aménager la salle de classe peut avoir un impact sur l'apprentissage de nos élèves. Donc, ça, c'était vraiment le module 6. Y avait-il d'autres commentaires, questions
pour l'engagement, la salle de classe d'aujourd'hui? Y avait-il des préoccupations pour ceci? S'il vous plaît, excusez-moi. J'ai une préoccupation quant à la tâche sommative. Oui, on est presque là. Oui, j'aimerais savoir, est-ce qu'on va la faire telle que vous l'avez mise telle que vous l'avez mis dans le contenu, ou alors selon le modèle que vous avez donné, puisque vous avez laissé un modèle dans les incontournables. Je ne sais pas si on va suivre celui-là ou on va juste le faire. Est votre choix. J'ai déjà des personnes qui ont soumis des sites web, des personnes qui ont fait une présentation avec Canva. Il y en a d'autres qui ont fait une présentation avec Slides. La façon que vous présentez, ça vous appartient? Non, je veux dire les éléments qui seront contenus dans la tâche sommative. Est-ce que c'est tel que cela se présente sous le modèle que vous avez laissé dans les incontournables, ou alors on va juste répondre aux questions posées dans la tâche sommative, juste les éléments que vous avez mis dans la tâche sommative? La façon qui m'a été expliquée, qui est le plus facile à comprendre, c'est l'essentiel de chaque module. Module 2, module 3, module 4, module 5, module 6. L'essentiel de chaque module, qu'est-ce que toi, tu as vraiment, qu'est-ce que tu as appris de chaque module? Non, je ne parle pas de la boîte à outils. Ah, excuse. Je parle de la tâche sommative du module 6. Excusez, du module 6. Parfait, oui, OK. Oui, donc, c'est soit créer une leçon STIAM ou... Oui, parlant de STIAM. Oui, ou adapter une leçon qui existe déjà. Puis ça, c'est dans les instructions. J'ai voulu concevoir un projet, je crois que c'était un projet STIAM. Oui. Je ne sais pas, donc, et il y a un exemple. Oui, ça, c'est le choix 2. Le choix 2, c'est tu fais un défi STIAM authentique. Et le choix 1, c'est dans le choix 2. De faire une analyse. Dans le choix 2, il y a un lien. Oui, dans le choix 2, à toi de proposer un défi. C'est ça. Oui, exactement. En proposant le défi, est-ce que je dois suivre les consignes qui ont été données ou alors je dois faire selon le modèle qui a été donné? On a donné les consignes et on a donné un modèle en bas. Là, je suis confus si je vais suivre le modèle ou je dois suivre exactement les consignes. Tu peux ajouter des choses, enlever des choses. Comment toi, en tant qu'enseignant, tu feras Imagine que c'est ça. Imagine que tu es en salle de classe et tu veux le présenter à tes élèves. Quel élément que tu auras besoin pour faire cette présentation à tes élèves? OK, merci. Excellent. OK. Désolé. Je croyais que vous parliez de la boîte à outils. OK. Avant que j'oublie, je vais mettre le lien du sondage de satisfaction dans le clavardage. Et puis... Est-ce qu'il y a des questions pour la tâche sommative? Oui, moi j'ai une question. J'aimerais savoir est-ce qu'on la partage avec vous? J'ai seulement votre courriel. Est-ce qu'on le partage avec M. Benoît aussi? Je crois que vous allez la déposer dans le pigeonnier, c'est possible. Merci. Dans le pigeonnier, oui. Oui. Si vous permettez, lorsqu'on dépose dans le pigeonnier, c'est ce que j'ai fait hier, lorsque c'est un Google Site, on ne peut pas déposer dans un pigeonnier. Tu ne peux pas coller le lien? Oui, même si on colle le lien, il faut vraiment téléverser un document. C'est ce que j'ai écrit dans mon courriel. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris une capture d'écran et je l'ai téléversé. Sinon, tu reçois un message d'erreur. Donc, c'est pas pratique. Même une page blanche. Même une page blanche. Dans les indications de... Oui.
Dans le pré-module, on explique comment faire cela, je pense. Il y a le pré-module, oui, que pour éviter qu'il y ait un refus, tu crées même une page blanche ou une image comme ça, et puis tu associes ça comme pièce jointe. Oui. C'est ça. Mais Dora, merci pour ton courriel. J'apprécie beaucoup. J'ai eu accès à ton site que tu as créé pour le module. Donc, parfait. Je vais arrêter l'enregistrement, puis on va voir s'il y a d'autres questions. Ceux qui n'ont pas de questions, qui n'ont pas de commentaires, qui veulent quitter. Une question. Un instant, donne-moi juste arrêter, donne-moi une seconde. Comme j'ai dit, ceux qui ont